Je vais demander au président, M. Walter, de présenter la résolution de la commission tout en restant assis à sa place. Je vous écoute. Mesdames et Messieurs les députés, chers jurys, j'ai l'honneur de présenter au nom de ma commission la proposition de résolution du Parlement européen sur l'instauration d'un moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste par la fracturation hydraulique. Bien que toutes les clauses soient mises en place dans notre résolution, je me contenterai de présenter les plus importantes puisque le temps m'est limité. Observant que des États membres comme le Royaume-Uni ont commencé l'exploitation du gaz de schiste par la méthode de la fracturation hydraulique. Considérant que la méthode de la fracturation hydraulique consiste à forer jusqu'à atteindre une roche-mère contenant le gaz de schiste et à y propulser à forte pression de l'eau, du sable et des additifs chimiques afin de recueillir le gaz ainsi libéré, et que cette méthode reste la plus largement utilisée pour l'exploitation du gaz de schiste. Considérant que la fracturation hydraulique est une méthode qui nécessite, pour le forage d'un puits et son exploitation, l'usage de quantités d'eau approchant 20 millions de litres, et que de nombreux puits sont nécessaires à l'exploitation d'une seule réserve de gaz de schiste. Considérant que le fluide de fracturation hydraulique contient des additifs chimiques, dont une grande partie sont connus pour affecter négativement les organes des êtres vivants. Étant préoccupé par les risques de contamination par ces additifs chimiques, des roches poreuses, des nappes phréatiques et des rivières avoisinant les puits. Étant préoccupé de plus de la quantité de gaz de schiste que l'exploitation d'un puits laisse s'échapper dans l'atmosphère. Quand le gaz de schiste est constitué essentiellement de métal, dont l'effet de serre est 25 fois plus important que celui du dioxyde de carbone. Insistant sur la gravité et l'irréversibilité des dommages pour la santé publique et l'environnement auxquels la méthode de la fracturation hydraulique pourrait mener. Constatant que les risques de réalisation de ces dommages tentent d'être prouvés par une quantité grandissante d'études et que l'observation du principe de précaution consisterait à ne pas retarder l'adoption de mesures visant à prévenir ces dommages. Rappelant que les politiques et les actions de l'Union doivent prendre en compte les exigences de la protection de l'environnement aux en but de développement durable. Rappelant que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement a comme fin la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, ainsi que la protection de la santé des personnes, et que cette politique dans le domaine de l'environnement est fondée notamment sur le principe de précaution, ainsi qu'en dispose l'article 191 CFE. Rappelant que la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie tient compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, et qu'elle vise à promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables. Rappelant que le 7e programme d'action pour l'environnement, adopté en 2013, fixe comme objectif à l'horizon 2020 la protection, la conservation et l'amélioration du capital naturel de l'Union, ainsi que la protection des citoyens de l'Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l'environnement. Rappelant que la résolution adoptée dans ce Parlement européen en 2012 invite les États membres à instaurer un régime de réglementation nationale concernant l'exploitation du gaz de schiste dans un souci de respect de la santé publique et de l'environnement. Rappelant que la recommandation adoptée par la Commission en 2014 encourage les États membres à prendre des mesures appropriées pour réglementer le recours à la fracturation hydraulique. Ainsi, le Parlement européen demande au nom du principe de précaution l'application d'un moratoire à l'échelle de l'Union européenne suspendant l'exploitation du gaz de schiste à objectif industriel par la méthode de la fracturation hydraulique. Appelle les États membres à suspendre les permis d'exploitation des puits utilisant la fracturation hydraulique et à commander des études d'impact sérieuses et complètes sur les conséquences de celle-ci sur la santé publique et l'environnement. Invite la Commission et les États membres à engager et financer la recherche et développement dans le domaine de l'exploitation du gaz de schiste afin de mettre au point des méthodes alternatives d'extraction du gaz de schiste qui seraient moins risquées pour la santé publique et l'environnement. Souligne sa volonté de mettre en place à l'échelle de l'Union un régime de réglementation de l'exploitation du gaz de schiste afin d'adapter règlements et directives européennes de protection environnementale et de la santé publique aux enjeux particuliers soulevés par cette exploitation. Estime que le moratoire pourra prendre fin dès lors que ce nouveau régime de réglementation entrera en vigueur. Je vous remercie. Merci, monsieur Walter. J'invite maintenant Madame Rigaud, rapporteure de la commission AFCO 1, à venir s'exprimer à la tribune. Cher Président, chers jurys, chers députés, l'exploitation du gaz de schiste est aujourd'hui un enjeu qui suscite de nombreuses interrogations au sein de notre belle Union. Prenons en compte les intérêts économiques indéniables que ma contradictrice se fera la belle part de défendre, mais aussi la question de notre nécessaire... Ça fonctionne? Mais aussi
la question de notre nécessaire indépendance énergétique, ainsi que les conséquences environnementales préoccupantes, nous nous sommes penchés sur la question. Notre premier constat est le suivant. Il n'existe pas au sein de notre Union de convergence des politiques environnementales sur le gaz de schiste. Certains États, comme la France, ont interdit cette exploitation, tandis que d'autres, comme le Royaume-Uni, l'Estonie et la Pologne, utilisent la méthode de fracturation hydraulique. Cependant, cette méthode d'extraction porte atteinte non seulement à l'environnement de ces États, mais également à celui de leurs voisins européens. Vous en conviendrez, la pollution n'a pas de frontières. Pourquoi renoncer à la méthode d'extraction par fracturation hydraulique? Tout d'abord, cette méthode nécessite une quantité d'eau extrêmement importante. Un seul forage nécessite 20 millions de litres d'eau, ce qui équivaut à la consommation quotidienne d'environ 100 000 habitants. Si le recyclage de l'eau est effectivement opéré, celui-ci n'est pas obligatoire et il est estimé que seul 30% de l'eau peut être réutilisée. Enfin, des questions plus techniques restent en suspens. La question quant à l'intégrité des puits. Qui peut me dire quelle est la durée de vie d'un puits? Personne. Le risque zéro n'existe pas. Une fuite au sein d'un forage pourrait entraîner la contamination des nappes phréatiques qui serait d'autant plus préjudiciable que cette méthode nécessite de nombreux additifs chimiques dangereux et pour l'environnement et pour l'homme. Tel est le cas du méthane, du benzène et du toluène. Et j'en passe. Comment sont-ils nocifs? Parce qu'il est estimé que 4 à 8% du gaz s'échappe à la surface et contamine l'air. Enfin, une activité sismique a été constatée lorsque les forages étaient trop rapprochés. Or, et vous en êtes conscient, l'Europe ne peut, sous des prétextes économiques d'indépendance énergétique, porter atteinte à son environnement. Nous devons de protéger celui-ci pour les générations à venir. Vous devez donc connaître le principe du développement durable, article 11 du TFUE. Ce n'est pas fondamentalement le gaz de schiste en lui-même qui pose problème, mais la méthode de fracturation hydraulique. Nous en appelons donc au principe de précaution. Cela signifie que nous ne pouvons, sous prétexte qu'aucune certitude scientifique n'est avérée, empêcher l'adoption de mesures qui préviendraient la dégradation de l'environnement. Enfin, je rappelle que notre TFUE lui-même contient des articles 191, 192, 193 dans lesquels il est spécifié que l'Union se doit de préserver, voire d'améliorer la qualité de l'environnement dans lequel évoluent les citoyens européens dont vous faites partie. Traité qui, je le rappelle, évoque les principes de précaution et d'action préventive qui sont des objectifs communs aux pays européens. Enfin, je rappelle que nous avons des engagements européens, tel est le cas de la stratégie Europe 2020, qui appelle le développement d'énergies renouvelables, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas le cas du gaz de schiste. De plus, la Commission, en janvier 2014, a établi une recommandation visant à ce que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la protection de l'environnement lors de l'extraction du gaz de schiste. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette recommandation n'est pas contraignante pour les États membres, ce qui signifie que ces derniers peuvent continuer à utiliser cette méthode et à dégrader l'environnement. Ainsi, pouvons-nous laisser perdre une telle situation? La réponse est bien évidemment non. D'où notre demande justifiée, comme vous pouvez le constater, de mettre en place un moratoire qui suspendrait l'utilisation, l'extraction par fracturation hydraulique. Je conclurai en disant qu'il faudrait instaurer une réglementation générale sur l'extraction du gaz de schiste et développer la recherche du gaz de schiste autre que par fracturation hydraulique. Je conclurai en disant qu'il ne faut pas oublier notre cher Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Je vous remercie. Rapporteur de la commission AFCO 3 a venu s'exprimer à la tribune. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, les membres de l'Assemblée, la commission d'études sur le gaz de schiste
nous a proposé la mise en place d'un moratoire à durée indéterminée sur l'ensemble du territoire de l'Union, une interdiction qui ne dit pas son nom. Un moratoire est, normalement, mis en place avec un programme précis. Or, nous n'avons ici qu'une proposition vague. Vous nous invitez uniquement à envisager un possible financement de recherche de moyens alternatifs qui pourtant existent déjà. On pourrait citer la facturation au propane, la facturation électrique ou encore celle par injection d'un fluide autre que l'eau. Les alternatives existent donc et interdire aujourd'hui l'exploitation du gaz de schiste par facturation hydraulique, c'est en réalité faire fuir d'Europe les investisseurs des solutions alternatives de demain en leur envoyant un message négatif. Tout arrêter en invoquant le principe de précaution au lieu de favoriser une transition vers les solutions alternatives, c'est refuser le progrès. Se baser sur le principe de précaution, comme vous le faites si souvent dans votre résolution, pour interdire l'exploitation, c'est recourir à un concept dont vous ne maîtrisez pas le sens. En effet, le principe de précaution, comme l'a défini la Commission européenne, est invocable tant que les risques sont incertains. Or, les études scientifiques nécessaires à l'évaluation et à la détermination de risques existent. Par conséquent, il s'agit désormais d'agir en considérant les risques encourus, ce que ne permettrait pas votre moratoire. L'invocation fréquente du principe de précaution comme justification de votre moratoire démontre en fait l'attentisme de votre résolution. L'avancement atteint par les recherches permet de maîtriser les risques de l'exploitation actuelle de cette énergie. Et là réside le cœur du principe de précaution, avec l'organisation de la gestion du risque par son contrôle. Nous savons désormais que la contamination des nappes phréatiques est occasionnée par la non-étanchéité des puits d'exploitation, et non par le procédé d'extraction hydraulique en lui-même. En contrôlant les paramètres des opérations, le risque peut être maîtrisé, mais cela suppose l'entretien des puits et non leur abandon pour une durée indéterminée dans l'attente d'une solution à un faux problème. En effet, la connaissance du risque permet aujourd'hui une exploitation moins dangereuse de ce gaz. Par ailleurs, le recours au principe de précaution applique un arbitrage entre les avantages et les charges potentielles, notamment économiques, totalement absents de votre raisonnement. Considérer les apports du secteur du gaz de schiste à cette société, à notre société, nous permet de contester un bannissement qui se voudrait total de cette ressource. De nombreuses études ont en effet prouvé l'aspect profitable de l'exploitation du gaz de schiste pour les citoyens européens et plus généralement pour l'Union. À l'horizon 2025, plus d'1 million d'emplois peuvent être créés et on pourrait obtenir jusqu'à 3 800 milliards de bénéfices en 2050. Pourquoi devrait-on tirer une croix définitive sur ce qui permettrait de faire face à la crise dans laquelle on s'embourbe depuis 2008 ? Ce serait oublier complètement que l'exploitation de ces énergies ferait de l'Europe, au même titre que les États-Unis aujourd'hui, une puissance économique, industrielle et énergétique compétitive. Peut-on réellement se permettre de mettre sur pause la production d'une énergie fondamentale pour le fonctionnement de notre société ? Pour l'instant, l'Europe dépend largement de la Russie pour s'approvisionner en gaz. Mais les conflits entre Moscou et Kiev ont déjà entraîné plusieurs interruptions de l'approvisionnement au cours de ces dernières années, et ça ne saurait s'améliorer. Déjà, en 2006, 2009 et 2014, la Russie a interrompu l'approvisionnement et de nombreux citoyens en Europe centrale et jusqu'en Allemagne n'avaient plus accès à l'énergie. De plus, la dépendance énergétique de l'Union vis-à-vis de la Russie devrait fortement s'accroître dans les prochaines années. La Commission européenne estime ainsi que, d'ici 20 ou 30 ans, 70% des besoins énergétiques de l'Union devront être assurés par les importations, contre 50% aujourd'hui. Alors, chers députés, je vous le demande. Comptez-vous, par l'adoption de cette résolution, priver des pays dans lesquels l'exploitation du gaz de schiste est le moteur de l'économie ? Comptez-vous fermer des installations coûteuses et faire perdre des milliards aux entrepreneurs qui embauchent des citoyens européens qui faudrait un moratoire incohérent et attentiste, une catastrophe économique, une soumission géopolitique? Voilà à quoi nous mènerait cette résolution utopique. Merci. Donc je vous remercie pour ces interrogations que nous avons écoutées avec grande attention et qui, il faut dire, ont été portées d'une manière brillante, même s'il y a parfois des lumières qui éblouissent plus qu'elles éclairent. Et donc afin d'y voir plus clair quelques instants,
je voudrais reprendre point par point les critiques que vous avez portées. Donc tout d'abord, les critiques d'un point de vue économique et de notre indépendance énergétique, qui, on en convient tous, sont des éléments très importants et à prendre en compte. J'aimerais remettre en cause le mythe selon lequel les gaz de schiste seraient une solution miracle. Ils ne représenteraient que 10% de nos besoins énergétiques, et ce pendant 5 à 6 ans. Et là, je parle des estimations les plus optimistes. Ensuite, d'un point de vue économique, ces solutions n'est absolument pas rentable. Et j'en veux pour preuve l'exemple américain. Savez-vous que l'année dernière, 26 des 61 entreprises exploitant les gaz de schiste ont mis le pied sous la porte, et ce pour des problèmes de rentabilité. Ces entreprises ont pu se développer que sous le fondement de forts investissements et d'une bulle financière. Ensuite, vous semblez nous dire que cette résolution est une interdiction déguisée. Là, il faut s'inscrire en faux car c'est totalement en dehors de l'esprit de notre résolution. Nous indiquons seulement qu'en état de connaissance scientifique, et ça vous ne pouvez le nier, nous ne sommes pas capables de mettre en place cette législation ajustée à cette question particulière. Et en ce sens, il faut, pour ajuster notre réponse, attendre et faire preuve d'une prudence qui est, je vous rappelle, raisonnée, d'une prudence qui est proportionnée, car nous ne tirons jamais un trait sur cette opportunité qui, si on l'a vu, il faut nuancer, est réelle. Enfin, vous critiquez l'idée sur laquelle nous faisons que proposer une résolution. Mais si nous ignorons, selon vous, ce qu'est le principe de précaution, vous semblez ignorer ce qu'est une résolution. Car nous ne pouvons que proposer, et car nous n'avons pas écrit tout cela, et nous proposons, car nous pensons que, justement, il faut développer ces techniques d'extraction, mais d'une manière la plus propre possible, et si cela est possible. J'aimerais donc conclure en disant que nous sommes ici au nom du principe de précaution qui fait partie des valeurs que nous souhaitons défendre et auxquels tous les États membres ont adhéré. Et ce principe ne peut être mis en place uniquement et dans une réglementation qu'à la fin d'un moratoire et à l'instant où nous aurons les informations économiques, les informations environnementales pertinentes. Et j'aimerais donc, pour conclure, je pense que c'est le temps, j'aimerais donc pour conclure que lorsque vous examinerez dans quelques minutes nos propositions, vous ayez à l'idée et vous ayez à l'esprit que cette résolution est certes une proposition prudente, mais une prudence qui se veut proportionnée, une prudence qui se veut raisonnée, car comme le dit le magnifique proverbe espagnol, une vertu sans prudence est une beauté sans yeux. Je vous remercie. Avec 155 voix pour, contre 111 voix contre et 13 voix qui s'abstiennent, la l'imminente assemblée réunie ici devant s'engage à instaurer